Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de La Clanche, le podcast qui ouvre la porte des entreprises. Aujourd'hui, on entame la saison 4, déjà une 4e saison avec un nouvel invité. On va parler de beaucoup de choses, mais avant de ça, un grand merci à vous qui nous suivez depuis ces 4 saisons. C'est grâce à vous qu'on continue l'aventure du podcast. Merci à nos partenaires notamment qui nous permettent aussi d'évoluer chaque jour. Et on en parlera un peu plus à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Damien. Salut Thomas. Comment ça va ? Tout va bien. Alors Damien, le podcast, pour commencer, c'est une présentation de toi. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et ce que tu fais ? Moi, je m'appelle Damien, je suis directeur commercial chez LDM Équipement. Ce que je fais de manière générale, je suis pas chargé de développer la stratégie commerciale d'une PME, qui est basée à côté de Nancy, qui, comme je l'ai cité précédemment, qui s'appelle LDM Équipement. Je manage des équipes, je gère des dossiers stratégiques. Voilà, tout ce que fait un directeur commercial, je pense, dans toutes les entreprises du monde. Et qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là ? Pour avoir un poste en tant que directeur commercial, est-ce que tu as gravi les échelons petit à petit ? Est-ce que tu as eu différentes expériences ? Oui, je dirais que j'ai gravi les échelons, ouais. Dans cette entreprise, je suis rentré, j'étais technico-commercial sur le secteur Lorraine principalement. Et j'ai été formé par un super directeur commercial qui est parti à la retraite maintenant. Et puis après, j'ai pris sa place tout simplement. Par rapport au métier de commercial, est-ce que c'est quelque chose qui est inné ou c'est quelque chose qui s'apprend ? C'est souvent le petit truc que j'ai eu en discussion avec des différentes personnes et j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit truc, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est vrai ou pas ? Pour moi, c'est complètement faux. le commerce, s'il y a des écoles de commerce, ça veut dire que le commerce, ça s'apprend. Pour moi, le commerce, c'est une science, c'est des méthodes, c'est des stratégies, tout simplement. Donc tout le monde peut l'acquérir, il suffit de vouloir. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ce sujet. C'est cette idée reçue de on l'a ou on ne l'a pas, je suis absolument pas d'accord avec ça. Voilà. Quelqu'un de timide peut très bien devenir commercial, quelqu'un d'extraverti peut aussi devenir commercial. C'est une méthode. Une fois qu'on comprend la méthode, on l'applique de milliers de manières différentes. Mais en tout cas, je suis plutôt d'école à dire que tout le monde peut faire du commerce. Et est-ce qu'il y a des qualités, des prérequis qui sont indispensables pour être un commercial, mais surtout être un bon commercial ? Un bon commercial, c'est déjà quelqu'un qui écoute. C'est le prérequis de base. Le commerce, c'est pouvoir comprendre le besoin d'un client ou d'un prospect. Donc, si l'écoute n'est pas là, c'est très compliqué de pouvoir faire cette profession. Parce qu'on a plus l'habitude de la personne qui va parler, qui va essayer de négocier, etc., etc. Ça, c'est la fausse image qu'on a. Forcément, il faut présenter, il faut échanger avec la personne, mais l'écoute reste le plus important. C'est ça, exactement. Donc ça, c'est vraiment l'image du commercial qui vendrait père et mère, qui passe son temps à vendre son produit, à parler en permanence. Et en réalité, un commercial, ça écoute, ça parle pas. On est là pour comprendre les besoins. D'où la difficulté aussi de cet exercice aujourd'hui pour moi. Parce que l'objectif, pour moi et mon quotidien, c'est surtout d'écouter, de poser des questions, de comprendre les besoins. Et là, je me retrouve dans une position inverse où je suis l'interviewé. Donc, c'est assez déstabilisant quand même. Comme ça, tu te mets à la place du client. Voilà, exactement. Pour encore plus progresser. Exactement. Les questions, parce qu'on vient sur les questions. Ouais. On pose des questions ouvertes, des questions fermées. Est-ce qu'il y a des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber ? Je dirais que c'est des méthodes. Donc, dans la méthode, il y a une technique que tout le monde connaît, qu'on apprend à l'école, qui est la technique de l'entonnoir. Donc, ça va être des questions très larges, donc des questions dites ouvertes, pour ensuite se recentrer sur des choses plus fermées, avec des oui et des non, pour avoir des confirmations. Je dirais pas qu'il y a une règle qui fait que vaut mieux poser plus de questions ouvertes que de questions fermées. Ça dépend un peu de la méthode pratiquée et du type de commerce de chacun, du type de produit. Mais en réalité, la première base, c'est la question ouverte. C'est-à-dire que c'est celle qui va permettre de défricher. Après, on rentre plus dans la technique de l'entretien. Et poser une question fermée, c'est pas forcément négatif. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît justement dans ce secteur-là, dans ce métier-là ? Est-ce que c'est l'échange avec les gens ? Est-ce que c'est le côté humain ? Est-ce que c'est de découvrir de nouvelles choses, de répondre à un besoin ? Est-ce que c'est un mix de tout ça ? Moi, j'ai toujours rêvé d'être prof. Et en fait, après, peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Je sais pas. Je ferme jamais rien. En tout cas, là, c'est pas du tout l'objectif. Mais ce que j'aime, en fait, dans mon métier, c'est qu'il y a une belle part de pédagogie. C'est-à-dire qu'on vient, on écoute. C'est une qualité que j'ai ou que j'ai développée. On parlait toujours de l'inné et de ce qu'on peut apprendre.
Et le côté, voilà, apprendre au client des éléments qui, comment expliquer ça? Qui répondent à son besoin, enfin, lui apprendre des choses qu'il ne connaissait pas. Venir avec un problème et avoir la pédagogie, lui expliquer que ce problème, en fait, on sait le traiter de la meilleure des manières pour lui. C'est ce côté pédagogique que j'aime bien. Après, il y a la relation humaine et surtout le challenge. C'est-à-dire, par exemple, je ne travaille pas avec ce prospect, je vais tout faire pour travailler avec lui. Côté challenge me branche aussi. Ouais. Le côté défi Ouais. et y réussir. Exactement. Ok. Par rapport à ton activité maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet par rapport à ton entreprise, Eldem Équipement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites au quotidien? Quel est le service auquel vous répondez pour accompagner les entreprises, les collectivités? C'est qui vos clients par rapport à ça? Ah oui, nos clients sont principalement des entreprises du second œuvre. Donc ça va être des menuisiers intérieurs, ça va être des entreprises générales, mais on travaille aussi avec des collectivités. Donc on fait que du B2B, donc c'est-à-dire B2B, commerce inter-entreprise. Et nous, notre métier, c'est fabriquer des cloisons sanitaires. C'est simplement des vestiaires de piscine, c'est-à-dire que quand vous allez à la piscine et que vous venez vous changer, vous allez dans des cabines, et bien ces cabines-là, c'est nous qui les fabriquons. Et on a l'impression qu'il n'y en a qu'à la piscine, sauf qu'en réalité, il y en a partout. Il y en a à l'école, il y en a dans les lycées, il y en a dans les collèges, dans les stations d'autoroute, un peu malmenées, mais il y en a aussi. Donc nous, on fabrique ça et on expédie le matériel dans toute la France, voire à l'international et même en Outre-mer. Est-ce que tu as vu une évolution aussi de ce métier-là par rapport à ton secteur d'activité, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, la hausse du coût des matériaux, le Covid? Est-ce que c'est plus difficile aussi de vendre aujourd'hui avec tout ce contexte-là? C'est plus difficile, oui. C'est différent? C'est différent, difficile. Je dirais qu'on a tous une capacité à s'adapter. En soi, le produit n'a pas changé. C'est plus la conjoncture. Depuis 2019, depuis le Covid, il y a eu 30% de moyenne de hausse des matériaux. Alors pas que nous, mais en général dans le bâtiment. Donc ça veut dire que le prix était prédominant avant, mais il est d'autant plus aujourd'hui. Et donc, il n'y a pas que ce critère-là, par contre. C'est-à-dire que les clients sont sensibles au prix, mais ils sont extrêmement sensibles au service. Il faut savoir que sur les chantiers, en fait, le suivi des chantiers, c'est relativement dégradé par rapport à ce qui se faisait avant. Et donc, tout est urgent. Tout est très, très urgent. Et c'est sur le service qu'on arrive à se démarquer, en tout cas. Donc, les attentes ont aussi évolué du côté du client? Exactement. L'urgence a toujours été plus ou moins là. Mais maintenant, elle est encore plus dominante dans la décision finale. Ouais. Et qu'est-ce que le client attend finalement de vous à la fin? Est-ce que c'est vraiment d'avoir le chantier qui est fini à temps? Est-ce que c'est la qualité des matériaux? Est-ce que c'est un mix de tout ça? Est-ce que c'est le service de A à Z et cette satisfaction client? Moi, je dirais le rapport qualité-prix est important, tant pour nous que pour le client, parce qu'on vend à un client qui pose, donc c'est-à-dire que lui, il ne veut pas de problème à la fin. Et c'est exactement ce qu'on lui propose. On veille quand même à ce que l'expérience client soit bonne, dans le sens où on faut forcément être dans les prix du marché pour pouvoir vendre. On veille toujours à ce que le client soit quand même dans un cocon, adapter potentiellement le planning de fabrication à son planning à lui, le mieux possible. On ne peut pas le faire tout le temps, mais en tout cas, c'est une force qu'on a. Et donc, c'est qu'il ait l'expérience, une bonne expérience, tant commercialement que techniquement, après les mises en place de bureaux d'études, et à la fabrication. C'est-à-dire que on réfléchit aussi à ce que la mise en palette, que les notices de montage soient claires, que les panneaux soient identifiés. Et à chaque fois, en fait, le conducteur de travaux, c'est pas lui qui va poser, c'est son poseur, tout simplement. Il faut que lui aussi ait une bonne expérience. Donc, en fait, il faut qu'on arrive à satisfaire le client qui commande, mais aussi le client qui pose et le client qui réceptionne son chantier. Donc, on est plus sur cette vision globale, en tout cas. Ok, donc c'est une sacrée mission, finalement. C'est pas que l'aboutissement final. C'est l'expérience client globale, ouais. Si le client est satisfait, il va vous recommander, potentiellement. Ouais. Donc, ça devient un ambassadeur. Et donc, au final, ça devient des commerciaux pour vous. Exactement. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, en plus. J'ai un client qui m'a dit, moi, je vous appelle de la part d'un tel. Donc, c'est un client historique avec qui on travaille depuis très longtemps. Pour un commercial, que les clients deviennent des ambassadeurs, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Est-ce que tu as une anecdote par rapport à un client ou plusieurs clients qui t'ont fait un retour, qui t'ont marqué positivement par rapport à, je sais pas moi, une satisfaction qui était au-delà de ce qu'ils attendaient ou des petits mots justement qui t'ont marqué? Alors je réfléchis. Paradoxalement, je suis très attaché à la relation humaine, mais le retour auquel je pense tout de suite, c'est un client qui est distributeur, une grosse entreprise, qui nous a renvoyé un mail en fait au service commercial de manière
ponctuelles, comme ça. Enfin, on ne l'avait pas vu venir. Et il mène des stats. Et donc, il nous a envoyé un mail en disant qu'on avait 98% de satisfaction par rapport à toutes les commandes qu'on a pu livrer. Et là, ouais, ça fait plaisir quand vraiment on arrive à l'illustrer par un chiffre, en fait. Parce que quelqu'un qui dit vous faites du bon boulot, c'est très bien. Et quand ça fait un chiffre, là, on se rend compte, ah ouais, donc c'est des études menées par une grande entreprise. Donc, quelque part, la petite moyenne entreprise que nous sommes, on arrive à mesurer, c'est vraiment sympa. Par rapport au secteur d'activité que vous couvrez, vous êtes sur toute la France. Oui. Est-ce que c'est plus compliqué d'être sur une zone qui est beaucoup plus grande qu'une ville, un département, une région? Ou ça ouvre le champ des possibles? Ça ouvre le champ des possibles. C'est quand même sympa. Après, il va y avoir... ce qui est sympa, c'est qu'on passe des coups de fil et qu'on passe d'un accent du sud-ouest à un accent du nord ou un accent de Marseille, ou même des fois on appelle il est 3h du matin chez quelqu'un, on avait oublié. Donc il y a des côtés un peu fun qu'on travaille aussi avec les dom-toms. Mais c'est le champ des possibles, mais le champ des possibles, ça implique aussi une stratégie. Il faut que la stratégie soit vraiment mesurée, dans le sens où c'est bien, on peut aller partout, mais si on va partout, on va nulle part. Donc on mesure quand même le fait qu'on ait la chance d'être bien implanté dans le Grand Est. On travaille avec beaucoup de clients dans le Grand Est qui nous font confiance depuis des années. Donc pour répondre à ta question, la réalité, c'est que c'est quand même confortable de travailler localement parce que le bouche à oreille va bien plus vite. Et maintenant, le bouche à oreille va vite aussi, mais c'est plus compliqué en Bretagne, par exemple. En Bretagne, j'ai choisi la Bretagne, mais j'aurais pu choisir n'importe quelle autre région. Je pense qu'il est plus simple de travailler sur un plus petit secteur, mais c'est aussi plus compliqué parce que plus d'acteurs. On n'a pas le droit à l'erreur, quoi. Ouais. Plus d'acteurs aussi, peut-être? Oui, plus d'acteurs. Ouais. Et puis des projets emblématiques. On a fait de gros projets emblématiques sur la région parisienne, sur Monaco. C'est des trucs qui font rêver, quoi. On se dit, jamais j'aurais pensé faire des projets comme ça. Donc par rapport à ce que tu me dis, forcément, le produit, il est plus au centre de la vente. C'est aussi tout ce qui entoure derrière avec le côté humain. On peut avoir le meilleur produit du monde. Si on n'est pas un bon vendeur ou qu'on ne s'adresse pas à la bonne cible, on n'arrivera pas. Oui, c'est certain. La cible, c'est primordial. Et après, je dirais même en termes de produits, on peut même avoir le plus mauvais produit du monde. Si derrière, on arrive à valoriser la valeur qu'il peut apporter malgré sa médiocrité, on arrivera quand même à le vendre. L'objectif, c'est pas de parler du produit et d'être centré sur le produit, c'est vraiment de parler de la valeur que ça va apporter. Le côté marketing aussi maintenant avec le digital, est-ce que ça vous a servi, le référencement web, les réseaux sociaux, tout ce qui devient incontournable pour des entreprises, mais qui n'est pas forcément maîtrisé par tous? Est-ce qu'il y a un vrai impact sur la vente derrière? Il y a un véritable impact, ouais, vraiment. C'est-à-dire que nous, on a commencé depuis quelques années à faire tout ça, notamment des réseaux sur LinkedIn, sur une page entreprise. Là, maintenant, on a fait une refonte de notre site internet, de notre documentation. Et en fait, on voit réellement la différence. C'est-à-dire que c'est des canaux d'acquisition qu'on négligeait avant. Et maintenant, en fait, on se digitalise un maximum. Parce que moi, personnellement, je suis sensible à tout ça. Et donc, je pense que c'est un levier. Voilà, c'est un levier avec tout ce qui se fait maintenant et l'essor notamment de certains réseaux sociaux. On passe plus de temps sur les réseaux sociaux que sur Google, donc il faut qu'on s'adapte. Et est-ce que tu sens aussi une différence de, par exemple, les entreprises avant qui allaient démarcher dans la rue, aujourd'hui qui prennent le pas du digital? Est-ce qu'on peut prendre que le virage du digital et se passer de l'humain? Est-ce que c'est ça vers quoi on tend, ou pas? Pas dans mon industrie. Dans le bâtiment, il y a quand même un contact humain. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui veulent absolument rencontrer quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils font une demande sur le site, mais ils disent « Oui, est-ce que quelqu'un peut passer ?» C'est quand même bien inscrit dans les mœurs du bâtiment. Ce qui est normal, parce que sur les chantiers, on est tous des êtres humains à construire des choses. Et il y a toujours ce réflexe quand même de vouloir des visites d'un commercial. Et comment tu gères les moments de tension qu'il peut y avoir aussi, des désaccords, des refus, des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une manière de prendre du recul et de se dire est-ce que c'est de l'échange et c'est un jeu d'interprétation? Qu'est-ce qui rentre en compte? En fait, moi personnellement, je pars du principe que s'il y a un client qui est en colère ou qui est contrarié, c'est qu'il n'a pas compris quelque chose. Comme une relation humaine, c'est 50% de lui et 50% de moi, ça veut dire que soit il n'a pas compris,
soit j'ai mal expliqué. Donc à partir de ce concept-là qu'on a compris, faut pas essayer de monter plus haut. C'est simplement reposer les bases, de dire bon, vous êtes dans cet état, pourquoi ? Question ouverte, pour en revenir. Et après, une fois qu'on arrive à comprendre pourquoi, on explique tout simplement. Et surtout, des clients contrariés ou énervés ont tendance à revenir dans le passé. Par exemple, si demain on a fait une erreur, ou voilà, où il y a eu une erreur de notre fait ou de son fait, peu importe, généralement ils ressassent. Et il faut surtout parler de l'avenir. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, on ne peut plus agir, donc on peut laisser tomber. Par contre, on peut le projeter dans l'avenir. Donc identifier le problème et le projeter dans l'avenir en se disant quelle solution on trouve. Et par rapport à ça, quelle est l'erreur ? Si tu dois donner un conseil à quelqu'un qui débute le métier de commercial, quelle est l'erreur vraiment qu'il doit éviter ? S'énerver. S'énerver, c'est catastrophique. Perdre le contrôle ? Perdre le contrôle. C'est-à-dire que si on sent qu'on s'énerve, vaut mieux encore arrêter l'appel ou arrêter l'échange et puis dire bon voilà, on en reparle plus tard, à tête reposée. Parce que la colère n'est jamais bon conseil. D'accord. Donc c'est vraiment rester calme. Voilà. Tranquille. Et à l'inverse, à quoi on distingue d'un très bon commercial ? Vraiment, il y a ceux qui débutent ou qui peuvent être un peu moins bons. Il y a les bons et il y a les très très bons. C'est quoi le petit truc en plus ? Un vrai commercial, un vrai bon, très bon commercial, il arrive en entretien, il connaît les besoins, les freins, les problèmes de sa cible par cœur et il l'oriente tout de suite dans la bonne direction avec des questions ouvertes notamment, et il est conscient de ses forces. Et c'est pas quelqu'un qui est centré sur le produit, mais plutôt dans la valeur qu'il va apporter. Pour moi, c'est ça, un vrai bon commercial. Et nouer une relation avec le client qui peut nous recommander, est-ce que ça peut être aussi un petit plus ? Parce qu'il y a aussi il est client, on a la relation qui s'installe, ça devient quelqu'un d'important pour l'entreprise, mais ça reste un client. Est-ce que ça peut être aussi compliqué de tomber dans ce piège-là, de se dire ok, il nous recommande, etc., mais c'est du acquis en fait. Oui, ça c'est un gros défaut. Mais ça fait partie du très bon commercial aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des clients qui sont devenus des amis, j'ai des clients avec qui j'ai aucune affinité. Pour autant, même un client ami, il est là pour faire du business comme moi je fais du business. Et donc, on ne peut pas en fait passer au-delà en se disant bon, comme je le connais bien, comme c'est un pote ou je ne sais quoi, pouvoir passer des choses qu'on ne passerait pas à d'autres. Et c'est pareil, est-ce qu'il aura des passes droits ou pas ? Faut rester pro, quoi. C'est-à-dire, dans tous les cas, il faut pouvoir faire la différence entre une relation pro et une relation perso, c'est-à-dire une relation amicale ou transactionnelle. Moi, quand c'est transactionnel, on parle de transaction. Et après, on peut repartir dans le côté un peu plus fun. Ok, parfait. Bon, en tout cas, c'était un beau zoom sur le métier de commercial. Merci pour la première partie, Damien. Tu t'en es très bien sorti. On passe à notre rituel qui est le quiz de rapidité. Donc, tu as plusieurs questions. Tu auras 2 choix de réponse à chaque fois. Ouais. Une réponse, évidemment, mais tu as le droit à un joker. On est parti ? Ouais. Ça va bien se passer. C'est la partie la plus compliquée, je pense. Alors, relation client. Convaincre ou comprendre ? Comprendre. Pourquoi ? T'as pas besoin de convaincre si t'as compris. Ok. Dans ton métier, le plus dur, c'est la vente ou la gestion humaine ? La vente ou la gestion humaine, c'est-à-dire la gestion humaine, relationnel client ou relationnel équipe ? Relationnel client. Relationnel client. Un petit joker ? Ouais, joker. Allez, on va mettre le joker là-dessus. Ce qui fait la différence aujourd'hui, pour un commercial, c'est le prix ou la confiance ? La confiance. Sur le long terme, le commercial sera toujours un humain ou une IA ? Un humain. Sûr à 100% ? 100%. Par rapport à quoi ? Je suis convaincu parce que, dans le bâtiment, c'est certain. Par rapport aux mentalités, il faut vraiment que ça bascule. Dans 50 ans, ça sera peut-être différent, mais ça sera jamais un robot. Parce que, en tout cas, je suis présent sur LinkedIn et je vois notamment des personnes qui essayent de vendre des services via des robots. Les gens parleraient à des robots, etc. Et en fait, les vendeurs, ils sont très sensibles, veulent absolument pas ça. Les acheteurs sont très sensibles et veulent absolument pas ça. Donc l'IA, c'est super, on pourra faire de super trucs, mais jamais ça remplacera la relation humaine. Et justement, dans 10, 15, 20 ans, tu vois comment le métier évoluer ? Est-ce que tu as des petites idées de ce que ça pourrait devenir ou est-ce qu'on restera sur, au final, le métier qu'on a aujourd'hui ? Moi, je le verrais plus d'un côté plus de digitalisation, c'est-à-dire plus de relations
marketing, plus de relations. Par exemple, la prospection se fera peut-être plus via des outils numériques. Par contre, il y aura toujours cette page, enfin ce moment dans l'histoire de la relation humaine, de l'échange, que ça se transforme en visio ou pas. Mais en tout cas, les gens auront besoin de se parler et besoin de se voir, c'est certain. Si on doit résumer ton métier et ce que tu fais en un mot ou une seule phrase, ça serait quoi? C'est quand même compliqué comme... Allez, 2 phrases. L'essentiel, c'est d'écouter. C'est beau, ça pourrait faire un titre de musique aussi. Ouais, ou un livre. Ou un livre, également. Mais je suis très mauvais écrivain, je pense. Et très mauvais aussi musicien et chanteur. Bon, on trouvera une équipe. C'est gentil. Damien, le rituel, c'est la dernière question du podcast. Pour toi, c'est quoi une clenche? Qu'est-ce qu'une clenche? Ouais, pour moi, une clenche, c'est une poignée de porte, quoi. Tout simplement. Ouais. Après, Okay. L'action de clencher, c'est vraiment passer de haut en bas ou le verrou qui sort de la porte, quoi. Enfin, Ok. Donc, t'es pas plus imagé que ça. C'est pas on ouvre le champ des possibles sur autre chose. Ou... Ah non, je suis pas rentré dans cette poésie, non. Ok, ça va très bien. Parfait. Eh ben, merci Damien pour cet épisode. C'était très riche en témoignages par rapport au métier de commercial. J'en ai appris pas mal parce qu'au final, c'est un secteur qu'on connaît peu par rapport à ton entreprise, notamment. Oui. LDM Équipement, c'est un peu plus rare. Oui, c'est clair. Et commercial, on peut avoir aussi des petites idées reçues. Donc c'est bien aussi Il y en a beaucoup même. Ouais, même beaucoup. De savoir un peu aujourd'hui ce métier qui est quand même très fascinant et qui peut intéresser beaucoup de personnes pour rejoindre cette profession. Avant de conclure, où est-ce qu'on peut suivre justement ton entreprise, là où tu évolues, LDM Équipement? Est-ce que on peut suivre sur Internet, sur les réseaux? Comment on fait? On a parlé du digital, donc on est principalement sur LinkedIn, une page entreprise. Je suis moi-même actif sur LinkedIn, donc vraiment sur ce réseau social-là. On en a d'autres sur lesquels on est moins actif, donc le vrai, c'est quand même nous suivre sur LinkedIn pour voir l'actualité de la société, voir ce qu'on fait. Sinon, on a un super site internet rénové, donc allez-y, visitez-le. C'est encore en cours de construction, mais en tout cas, on sera content de vous écouter ou de répondre à vos besoins. Parfait. Eh ben, on mettra le lien en dessous de l'épisode directement pour aller voir le site internet, les réseaux sociaux. Comme ça, vous pourrez vous abonner. En plus, il y a une très bonne communication. Moi, j'aime bien. Je vous en dis pas plus. Comme ça, vous irez voir. Ça peut vous plaire. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à toi, Damien, pour l'épisode. Je sais qu'en plus, que tu as fait un grand déplacement dans un département qui t'est cher, qui est la Moselle. Oui, c'est vrai. Dans une ville qui t'est chère, qui est Metz en plus. C'est vrai. Donc, pour un ancien, merci. Ouais. Oui, voilà. Je suis content que tu mesures l'effort. Merci à tous les abonnés, à tous les auditeurs qui nous suivent depuis ces nombreuses années. Et surtout par rapport aux abonnés qu'on a sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, et maintenant également en vidéo sur YouTube. C'est grâce à vous que le podcast évolue. Et comme d'habitude, si vous pouvez mettre un petit 5 étoiles et un petit commentaire, ça permet toujours de nous donner un peu plus de visibilité. Merci à Noé pour le montage de l'épisode qui nous permet d'avoir quelque chose de qualité. Et merci aussi au Coworking Néo-Delta qui nous accueille aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 4. On va faire de très belles choses dans cette saison 4. Donc, vous n'avez plus qu'à recommander, qu'à suivre et à vous abonner. Merci à tous. À bientôt.